J'espère que TikTok va envoyer mon direct aux personnes concernées. Les affaires que TikTok fait ces derniers temps, ils envoient mon direct en Indonésie. Ils envoient mon direct au Pakistan. Il n'est pas dit à TikTok que moi, je voulais parler à la communauté pakistanaise ou bien indonésienne. J'ai dit à TikTok que je parle à la communauté camerounaise et africaine. Donc, envoyez mes directs et mes vidéos à la communauté camerounaise et africaine, pas aux Indonésiens, aux Pakistanais. Ils envoient toujours mes vidéos loin là-bas, je ne sais pas, chez ces gens-là. J'ai quoi à voir avec eux? Ok, bonjour à tous, à ceux qui sont déjà connectés. Merci de faire un maximum de partage. Et bipez aussi, bipez aussi, bipez aussi. Surtout, mettez beaucoup de cœur. On bagarre. C'est ça, non, Russell, c'est ça. Ces gens-là, ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour offrir les meilleures conditions de vie aux Camerounais, mais ils ont l'argent pour corrompre les plateformes des médias sociaux pour nous restreindre. Il y a un gros tollé sur Facebook en ce moment où presque toutes les pages des activistes que vous connaissez sont désactivées. Et même ici sur TikTok, tous ceux qui sont vraiment très radicaux contre le régime Biya, n'est-ce pas, ont des gros problèmes de restriction. D'ailleurs, j'ai vu aussi Wilfried Ekanga se plaindre exactement de la même chose. C'est compliqué. Parce que l'élection présidentielle arrive. Ne croyez pas que ces gens dorment. Ils ne dorment pas. Ils sont sur nous, au-dessus de nous, en dessous, partout, ils sont là. Donc, mettez un maximum de cœur, faites un maximum de partage, c'est le moins qu'on puisse faire pour contrer ces histoires. Si ça marche même, parce que même la nuit, pendant qu'on dort, les gars sont sur nos pages. Tu te lèves à 7 h du matin, tu vois restriction, signalement, machin. Oh, tu n'as rien posté. C'est que les gars ne dorment pas, ils sont sur nos pages en train de tic, 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 signaler, signaler. Bon, je partage sur Facebook, hein. Actuellement, en direct sur TikTok. Connectez-vous au direct via le lien en commentaire. Ou partagez. Ça va aller, hein, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Mettez juste les cœurs, c'est-à-dire que mettez les cœurs, c'est tout. Mettez juste les cœurs. Oh bah, super fun. Voici le lien pour suivre le direct. Je vais, les gars, moi, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, un acteur politique majeur au Cameroun, le docteur Aristide Mono, que nous aimons tous. Nous avons un très bon journaliste comme Jules Domché, que nous admirons aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec leurs différentes sorties. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la une de Jeune Afrique qui fait polémique en ce moment. Cette une de Jeune Afrique qui a traité l'opposition camerounaise, n'est-ce pas, de bête. C'est-à-dire qu'ils ont posé une question, l'opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? C'est choquant, hein? C'est-à-dire que c'est vraiment choquant, mais moi je vais vous dire que personnellement, ça ne m'a pas choqué. Je peux comprendre que les uns et les autres soient choqués par cette sortie, mais vraiment, il faut avoir beaucoup de froideur pour, n'est-ce pas, essayer de comprendre la pertinence dans ce propos. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les sorties d'Aristide Mono au sujet, n'est-ce pas, de cette une, de cet article de Jeune Afrique que je n'ai même pas pris la peine de lire. Je me suis juste limité au titre et je me suis dit, waouh. De toutes les façons, c'est pas la première fois qu'ils le font, puisqu'en 92, ils avaient fait approximativement la même chose, à quelques 2 mots près, n'est-ce pas? Et on avait en face du R de Biya, John Fundi Bello Bouba et une troisième personne. Jeune Afrique fustigeait aussi à cette époque l'opposition de ne pas vraiment s'unir afin d'affronter, n'est-ce pas, le Biya.
le candidat du RDPC, à l'époque. C'est la même une qui est apparue aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2025. Et donc, on va un peu revenir sur ça et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec Jules Domché, Aristide Monod et tous ceux qui pensent que Jeune Afrique a manqué de respect à l'opposition camerounaise ou à je ne sais pas trop. Donc les gars, je ne vois pas les cœurs monter. Malheureusement, je ne vois pas les cœurs monter. Vous ne mettez pas les cœurs, je ne vois rien. Même les partages, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Ou alors ceux qui sont connectés actuellement dans le direct, c'est pas ceux qui ont l'habitude d'être connectés. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour protéger le live et partagez massivement. Ici, ce n'est pas un direct de Congossa ni de Sanka le son. Donc, si c'est ce que vous voulez regarder, passez votre chemin. Ici, sur cette page, on fait de la sensibilisation, on fait de l'analyse politique et surtout de l'activisme politique. Alors, si vous vous êtes trompé de chemin, s'il vous plaît, barrez-vous, tout simplement. Voilà. Et alors, pour ceux qui sont là, qui sont prêts à suivre les choses sérieuses, je vous en prie, bien évidemment, mettez un maximum de cœur régulièrement, mettez beaucoup de cœur régulièrement pour protéger le direct et aussi, faites un maximum de partage parce que nous sommes à une période cruciale. N'est-ce pas, l'avenir de notre pays se joue dans quelques semaines, le 12 octobre prochain. Et il faut faire le bon choix. Déjà, parmi les choix, on ne compte pas Paul Biya. Maintenant, il faut faire le bon choix. Il faut réellement qu'on choisisse la personne qu'il faut pour mettre à la place qu'il faut. Donc, je vous invite à être très actif pendant ce direct, en commentaire et en mettant les cœurs, en faisant un maximum de partage pour que ces gens, comme d'habitude, ne nous envoient pas des restrictions. Parce que tous les directs qu'on fait ici, vous êtes témoins, ils nous envoient toujours et toujours des restrictions. Voilà. Donc, j'étais de disant ce que j'ai suivi la rubrique de Jules Domché sur Vox Africa et puis je n'étais pas d'accord avec lui. D'ailleurs, cette rubrique, je vais vous faire écouter un peu, n'est-ce pas? Et puis, on va aussi revenir, n'est-ce pas, sur ça. Alors, j'attends qu'il y ait vraiment le nombre de tapotages requis. Pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est quand on arrive à 10 000 cœurs en haut là-bas. Quand vous voyez 10K, c'est 10 000 cœurs. À ce moment-là, on commence le direct. Donc, normalement, ça se fait souvent en 2 minutes. Donc, aujourd'hui, ça traîne un peu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être TikTok a encore fait. Bon, cette semaine-ci, quand même, ça traîne souvent. Peut-être TikTok a encore envoyé mon direct quelque part où il ne devait pas envoyer. Voilà. Donc, et il n'y a même pas de commentaire. Comment est-ce que c'est possible que je ne vois aucun commentaire? C'est pas normal. Jeune Afrique sur le Cameroun. Jeune Afrique. Afrique sur le Cameroun. Bip, 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 bip. Face à Paul Biya, Maurice Kamto, l'espoir d'un grand soir. L'ombre des millions de la Kamé plane sur Issa Chiroma Bakary. Comment Jean-Pierre Mougou Belinga a financé la caution de Paul Biya? Eh, c'est grave, hein? Bon les gars, dès que vous êtes prêts qu'on commence, on va commencer. En attendant que les autres se connectent. Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique. C'est ça, c'est ce titre-ci qui nous intéresse. C'est-à-dire que Jeune Afrique titre au Cameroun, l'opposition la plus bête d'Afrique. Et puis le petit commentaire qui s'ensuit, c'est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre et dans le cadre d'un scrutin à un tour, l'opposition camerounaise semble une nouvelle fois condamnée à l'échec. Avec 11 candidats face au président sortant, la division règne là où l'union ferait la force. Au micro de RFI, l'analyse par François Soudan d'un rendez-vous électoral presque joué d'avance. Voilà un peu la une de Jeune Afrique. Et puis, je peux vous lire l'article, hein, je peux vous lire quand même, vous lire l'article, comme ça, le temps qu'on finit, on partage et tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais, qu'est-ce qui se passe encore là, TikTok? On était en train de monter, puis TikTok a divisé l'audience en deux. Alors,
Les gars, on va essayer de lire, hein. On va essayer de lire ensemble. On va essayer de lire ensemble. Alors, depuis 1982, Paul Biya dirige le Cameroun d'une main de fer. Cette année encore, le président nonagénaire au pouvoir depuis 1982 brigue un nouveau mandat face à une opposition dans l'incapacité de faire front commun. La question posée par Jeune Afrique dans son prochain numéro résonne comme un constat amer. L'opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Question. 11 candidats se dresseront face à Biya pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Un chiffre qui illustre à lui seul l'incapacité chronique de l'opposition à s'unir. Dans un scrutin à un tour, cette dispersion équivaut à un suicide politique collectif. Souligne Mathieu Olivier dans Jeune Afrique. Chaque voix divisée renforce le mécanisme du candidat sortant ou alors renforce mécaniquement le candidat sortant. La principale figure de l'opposition, Maurice Kamto, a vu sa candidature invalidée. Une éviction qui porte certes la marque du pouvoir, mais qui révèle aussi les erreurs stratégiques de l'intéressé. Son boycott des élections locales législatives de 2020 l'a privé du vivrier d'élus nécessaires pour présenter sa candidature. Bon, à ce niveau-ci, ce paragraphe est une mauvaise foi de la part de Jeune Afrique. Mais on reviendra. Des égos destructeurs. Résultat, l'opposition se retrouve incarnée par deux barons du Nord, Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma Bakari, anciens ministres qui se détestent cordialement. À leur côté, une demi-douzaine d'autres prétendants respectables individuellement, mais condamnés à la figuration. C'est-à-dire que, selon l'analyse de Jeune Afrique, les deux candidats actuellement qu'on peut dire qu'ils sont face à Biya, c'est Bello Bouba et Issa Tiroma. Les autres, ce n'est que des figurants. Les autres, tous, SDF, PCRN, tous, ce n'est que des figurants. Cette fragmentation profite à un Paul Biya qui pourra, comme en 2018, s'abstenir de battre campagne. Face à lui, les opposants se battent déjà entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Une population résignée. Plus troublant encore, l'invalidation de Kamto n'a soulevé aucune vague de protestation. Voilà, c'est toujours les Pakistanais et les autres qui m'envoient des demandes. Voilà, donc, on reprend. Plus troublant encore, l'invalidation de Kamto n'a soulevé aucune vague de protestation comparable à celle observée en Côte d'Ivoire après l'éviction de Laurent Gbagbo, étudiant tiam de la compétition électorale. Cette léthargie nationale traduit une résignation profonde malgré les frustrations et le désir d'alternance. Le Cameroun semble ainsi prisonnier d'un cercle vicieux. Une opposition incapable de s'unir face à un pouvoir qui entretient savamment ses divisions. Rendez-vous est pris le 12 octobre pour un scrutin dont l'issue ne fait déjà plus guère de doute. Bien. Donc selon cet article de Jeune Afrique, le résultat du scrutin d'octobre 2025, n'est-ce pas, donne Paul Biya largement vainqueur à cause de la division des acteurs de l'opposition, de ceux qui se présentent. Merci, on a déjà atteint les 10 cas dont on peut commencer, de ceux qui se présentent face à Paul Biya. Alors, suite, n'est-ce pas, à cette sortie de Jeune Afrique, nous avons notre très cher frère Aristide Mono, bien évidemment, qui a fait une sortie pour essayer de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce point de vue de Jeune Afrique. Et nous avons aussi, je vais vous faire écouter, hein, c'est mieux, Aristide Mono. Voilà, je vais vous faire écouter Aristide Mono. D'Afrique. Jeune Afrique okay. Dans l'article au Cameroun, opposition la plus bête d'Afrique. Jeune Afrique refuse de s'étaler sur la responsabilité du régime martial de Yaoundé dans la bêtise dans laquelle croupirait l'opposition. En aucun moment, il n'utilise un mot réducteur, aucun superlatif pour incriminer le gangstérisme d'État institué à la tête de notre pays. Il évite d'insulter aussi ceux qui violentent l'opposition depuis 1990.
François Soudan et Mathieu Olivier dansent seulement l'opposition tout entière en l'accablant de tous les noms d'oiseaux. En les suivant, le problème c'est exclusivement l'opposition. Implicitement, si l'opposition n'arrive pas à s'en sortir au Cameroun, le régime de Yaoundé n'y est pour rien. Implicitement, c'est ce qu'on appelle le kill-off en miroir. Faire croire à la victime que c'est elle la fautive. Cette rhétorique est bien connue des réseaux de communication france-africains. Ce discours qui lave sur l'incapacité des oppositions de l'Afrique des éternitaires à pouvoir dégager un candidat unique. Vous savez, la France des dictatures africaines n'a pas seulement dans ses rangs des focas pour le sale boulot d'effacement des opposants ou résistants réputés. Elle n'a pas seulement dans ses rangs des Robert Bourgi qui font et défont les présidents africains dociles ou ceux devenus récalcitrants envers la France-Afrique. Il y a aussi des équipes de communication qui font le kill-off international. C'est-à-dire, elles s'attellent à polir l'image de la France-Afrique, à polir celle des sous-préfectures dictatoriales d'Afrique qui, malgré leur pseudo-discours de souverainisme ou de panafricanisme, demeurent des précarés politiques et économiques de la France. Les déclarations telles que le meilleur élève de la France, les séjours à l'Élysée pour aller rendre compte au gouvernement français sont à considérer dans l'évaluation de l'épaisseur du cordon ombilical colonial ou néocolonial qu'il y a encore les États sous-préfectures d'Afrique et leur marraine qui est la France de la France-Afrique. Le sort de Maurice Kamto a été par exemple scellé dans les officines de cette France-Afrique qui a déjà entamé le processus de succession Créagri. Donc, lorsqu'on parle de la survivance de ce réseau politique à des fins économiques, ce n'est pas une navigation à vue. Alors, depuis 1990, pour masquer sa mainmise dans la fabrique du statu quo en promouvant soit les éternisations, soit des alternances de la continuité, la France-Afrique, les réseaux de communication de la France-Afrique brandissent toujours l'argument de l'incapacité des opposants à pouvoir s'unir. Ces réseaux de communication qui promeuvent une bonne image des dictatures à l'international biaisent les débats de fond, les détournent parfois au profit des non-événements. Toutes les mini-dictatures tropicales d'Afrique bénéficient des services de communication de ces réseaux france-africains qui, même en situation de crise ou de conflit, continuent de soutenir l'innocence de la partie qu'ils défendent. Il y a une maxime dans le monde de la communication qui dit « Dis-moi qui te finance, je te dirai pour qui tu roules ». Qui finance ces cabinets de communication, ces réseaux de médias ou de journalistes? Ce sont tout naturellement les parents et surtout les poulains sous-préfets des États de la zone d'influence des réseaux france-africains. Lorsqu'ils commencent à parler mal d'un sous-préfet ou d'une sous-préfecture d'Afrique, deux choses. Soit c'est pour élever les enchères en procédant au chantage afin que des montants soient un peu plus élevés ou alors les contreparties soient revues, soit ils ont déjà marre d'un sous-préfet, d'un meilleur élève. Depuis 1990, les réseaux de communication de la France-Afrique reviennent à chaque élection en Afrique des éternitaires sur la question de la candidature unique de l'opposition. Une manière de dire que si les dictateurs qu'ils placent et maintiennent au pouvoir continuent de gagner les élections haut la main, c'est parce que l'opposition n'arrive toujours pas à présenter un candidat unique. Depuis, nous ne faisons qu'insister que nous serions curieux d'avoir le nom d'un seul pays où il y a déjà eu une candidature unique de l'opposition. La France qui a connu des dictatures les plus féroces du monde, à quel moment a-t-elle fait recours à une candidature unique de l'opposition pour les renverser? L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, à quel moment de leur histoire ces pays ont-ils sorti un candidat unique de l'opposition pour renverser les dictatures qui les ont traumatisés? Mais voilà plus de 35 ans que les réseaux de communication de la France-Afrique tambourinent dans nos oreilles avec quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le monde entier. Tout ça pour couvrir les manœuvres dictatoriales de leurs clients qui sont généralement prêts à vider les caisses de leurs États pour arroser ces réseaux de communication. Un homme a dissimulé une arme à feu et entré avec dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Personne ne sait quel usage il allait faire de cette arme. Le président de cette chambre de la mascarade a été interpellé, mais il est resté bouche cousue. Est-ce que vous avez vu un seul média étranger de la France-Afrique
faire une grande une sur ça. Même un simple article. Des jeunes ont été brutalisés et arrêtés alors qu'ils venaient assister à une audience qui était légalement publique, qui a tiqué sur l'autre langue. Le régime a fabriqué un lugubre personnage pour venir revendiquer le statut de président de parti dans l'unique but de disqualifier son principal adversaire. Cette grossièreté ne méritait-elle pas aussi une grande une, un article, une enquête ou un édito? Que dire des interdictions récurrentes des activités des partis de l'opposition, le code électoral ou la non-publication de la liste électorale nationale? De toutes les façons, retenons juste cette maxime du fonctionnement des médias. Dis-moi qui te finance, je te dirai pour qui tu roules. Si c'est toi-même, tu roules pour toi-même. Si ce sont les consommateurs de tes contenus, tu roules pour eux. Si ce sont des réseaux, tu roules pour ces réseaux. Bon début de week-end à vous tous. Merci. Bon début de week-end également à Aristide Mono. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas très d'accord avec ton analyse parce que ton analyse, n'est-ce pas, il y a quelque part une petite fuite en avant. Quoi qu'il y a quelques points que tu as évoqués qui sont pertinents, bien évidemment, c'est une réalité, la France-Afrique, le financement des médias pour blanchir, n'est-ce pas, les dictatures africaines. Mais dans le cas précis et le titre de Jeune Afrique, opposition camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Moi, je vous dis que ce titre-là trouve une pertinence dans le comportement de l'opposition au Cameroun. Il ne faut pas le nier parce que ce sont les Français qui le disent. La vérité ne sort pas seulement de la bouche des gens qu'on aime. N'est-ce pas? La vérité peut sortir de la bouche de tout le monde, même des gens qu'on déteste. Ce n'est pas parce que c'est Jeune Afrique qui a titré ça que, n'est-ce pas, ça devient quelque chose, ouais, c'est la France-Afrique, ouais, c'est monté. Non! Non, si c'était peut-être, disons, par exemple, Le Messager qui titrait ça, sérieusement, vous n'alliez pas faire des sorties pour dire que non, c'est que voilà, on méprise les opposants camerounais ou dans le monde, il y a déjà une candidature unique. Ça, c'est une question à ton niveau que tu ne devais plus poser parce que ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas fait ailleurs que ça ne peut pas se faire chez nous. Très simple. C'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais fait ailleurs que ça ne peut pas se faire chez nous. Et n'est-ce pas, pour illustrer mon propos, je reviens tout simplement à l'élection présidentielle de 92. L'élection présidentielle de 92, les chiffres officiels donnaient 1 185 466 voix à Paul Biya, 1 066 000 voix à John Fundi et 500 000 voix à Bello Bouba Maïgari. Est-ce que je dois vous rappeler que John Fundi, Bello Bouba Maïgari et Adamou Damdjoya n'ont pas pu s'entendre en 92 pour réellement former un candidat qui devait affronter Paul Biya du RDPC. Si Bello Bouba, parce que John Fundi était bel et bien le plus populaire et il était porté par une coalition à l'époque qui s'appelait l'Union pour le changement. C'est-à-dire quoi, le non-alignement de Bello Bouba derrière John Fundi qui a permis à Paul Biya de passer largement en 92. On ne peut pas nier ce genre d'évidence quand même. On ne peut pas nier ce genre d'évidence. L'Union pour le changement était, je pense, une association, c'est-à-dire que c'était une association de partis politiques de la société civile et certains acteurs, n'est-ce pas, de l'opinion publique qui avaient appelé ouvertement à voter pour John Fundi, y compris le professeur Maurice Kamto à l'époque. Et donc John Fundi jouissait d'une certaine popularité indéniable. Bello Bouba qui était, où c'était le premier ministre de Biya, où il était quoi avec Biya, il sort comme ça soudainement, il vient dans l'opposition pour rafler toutes les voix du Nord. L'opinion camerounaise, les intellectuels camerounais et autres ont demandé à Bello Bouba, n'est-ce pas, de s'allier à John Fundi afin de former un front commun contre Paul Biya. Ils ont demandé à Damoun Damdjoya de s'allier, n'est-ce pas, à John Fundi, afin de former un front commun contre Paul Biya. Paul Biya serait tombé en 92. Paul Biya serait tombé en 92. Si Bello Bouba Maïgari et John Fundi s'étaient tenus main dans la main en 92, les Jean-Jacques Ekindi et Emma Otou, ces gens-là ne comptent et ils ne représentent rien. Ils ont eu 0% de voix, 0%, 0,72, 0,79 pour Jean-Jacques Ekindi et 0,42 pour Emma Otou. Cela ne représente rien. Mais les vrais tenants à l'époque en 92, c'était Bello Bouba, John Fundi et quelque part Adamoun Damdjoya. Et comme d'habitude, Adamoun Damdjoya, c'est juste
présenté pour rafler quelques voix dans le Noun. Et puis c'était bon. C'est Bello Bouba Maïgari qui avait brisé la dynamique de 92. Vous le savez. Si Bello Bouba Maïgari s'était uni à Foundi en 92, Paul Biya ne serait plus là parce qu'il n'y avait pas moyen. Les chiffres sont clairs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais retourner la caméra pour vous montrer. Parce que, vraiment, moi, je ne veux pas qu'on ait des polémiques inutiles. Il faut, à un moment donné, voilà. Voilà les résultats de la présidentielle de 92, là. 4 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Donc, il y avait 71% de participation. Voilà les bulletins blancs, 50 000. Voilà, Paul Biya du RDPC, 1 185 000 voix, donc 39,98%. John Foundi, 1 66 000 voix, donc 35,97%. Et Bello Bouba Maïgari avec 500 000 voix. Imaginez donc que Bello Bouba Maïgari ajoutait ses voix à John Foundi. Ça lui faisait 1 500 000 voix. Et les gars battaient Paul Biya. Voici le résultat ici officiel. Voilà ça. Vous voyez bien que John Foundi et Paul Biya étaient côte à côte. Bello Bouba Maïgari, voilà le chiffre. C'est-à-dire que même John Foundi disait qu'il avait gagné et ils ont truqué. Oui, mais si Bello Bouba ajoutait ses voix, il n'y avait plus moyen. Il n'y avait plus moyen. Donc rien que les deux-ci, Foundi et Bello Bouba, s'ils s'étaient unis en 92, ils allaient reprendre le flambeau du Cameroun. C'est un fait. Ce n'est pas parce que c'est Jeune Afrique qui dit les choses comme ça là que vous allez dire que bon, comme c'est la France-Afrique, comme c'est la France, voilà, voilà, voilà. Non, soyons quand même logiques, n'est-ce pas, dans notre... Et c'est la même chose qui est en train de se répéter aujourd'hui avec Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba. Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba sont en train de partir en rang dispersé. Et les gars, ils vont obtenir quoi? Peut-être 500 000 voix chacun. Pendant que Paul Biya va obtenir, comme d'habitude, ils vont faire leurs 2 millions ou leur machin, machin. Donc, imaginez la dynamique qui peut être créée si on voit Bello Bouba et Issa Tiroma main dans la main avec plusieurs autres opposants actuels pour aller affronter le RDPC. Mais vous savez ce que ça va donner? Et le problème ne se situe pas trop au vote. À cette époque-ci, demandez-moi si Bello Bouba avait soutenu la lutte de Foundi. Qui dans l'opposition avait soutenu Foundi quand Foundi revendiquait sa victoire? Quand Foundi revendiquait les fraudes? Qui avait soutenu Foundi? Bello Bouba avait soutenu Foundi, pourtant il avait le poids. Est-ce qu'il avait soutenu Foundi? Allons-y voir maintenant les législatives. Allons voir les législatives. Allons voir les législatives. Et on va comprendre. Partagez, hein, les gars. Les gars, partagez le live là. Il faut vraiment... Et donc, allons-y voir pour les législatives en 92. Qu'est-ce qui s'était passé pour les législatives en 92? Je vois ici... Non, ça c'était les législatives de 92, mais est-ce que les prochaines législatives c'était 97, je crois, oui. Oui, c'est ça. 97. 43, 23. Non, c'était la présidentielle. Bello Bouba et John Foundi devaient s'allier à la présidentielle. Eh oui. Et aussi, même aux législatives, si tous les autres députés, oui, parce que je vois ici, Front Social Démocratique, 600 000 voix, Union Nationale et Consort, presque 400 000 voix, dont les deux devaient faire approximativement, disons, 1 million de voix. 1 million de voix contre 1 300 000 pour le RDPC. Vous voyez que si les gars s'étaient mis aussi ensemble pour les législatives, ils devaient battre le RDPC.
Parce que si les gens ont voté pour eux à ce niveau, c'est parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Or, s'ils étaient ensemble, ils devaient avoir encore plus de votes. Se mettre ensemble pendant une élection face à une dictature, c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème ici, ce n'est pas aux urnes. Hein. Je vous ai toujours dit ça. Le problème ici, ce n'est pas les urnes. Parce que battre une dictature aux urnes, c'est facile, c'est commun. Mais obtenir sa victoire et être déclaré vainqueur, voilà où se trouve tout le problème. Dans le cas du Cameroun, en 92, John Fundi a revendiqué sa victoire. John Fundi disait que même les chiffres-ci ont été truqués. Parce que lui et Paul Biya avaient un écart de quoi? Paul Biya 39%, lui 35%, donc il y avait 4% d'écart. Et John Fundi disait que non, on a inversé les chiffres. Posez-vous la question de savoir qui dans l'opposition a soutenu John Fundi. Est-ce que Bello Bouba a apporté son soutien à John Fundi? Non, c'était des adversaires. C'était des adversaires. Merci beaucoup, Brice Mbros. Monsieur Boss. Merci beaucoup. Voilà le commentaire le plus intelligent. C'est-à-dire que être ensemble, ce n'est pas par rapport aux urnes ou par rapport à quoi c'est. On reconnaît l'importance de se mettre ensemble, de s'unir au moment de la contestation post-électorale. C'est à ce moment-là que le fait d'avoir un candidat de coalition ou un candidat consensuel trouve tout son sens. Quand on dit aux gens de s'allier et de travailler ensemble, c'est beaucoup plus dans ce but-là. Le moment de la contestation. Parce que si toi, tu constates que tu as gagné l'élection présidentielle et que tous les autres opposants reconnaissent la victoire du RDPC, c'est bon. Tu vas contester avec qui? Comment? C'est ce qui est arrivé en 92, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, en 2018. Quand Maurice Kamto revendiquait sa victoire, le reste des opposants ont dit « Ok, le RDPC a gagné, passons à autre chose, attendons l'élection législative qui arrive en 2020. » C'est ça qui s'est passé. Pendant que Maurice Kamto revendiquait sa victoire en 2018, Joshua Oshi vient dire que non, il faut qu'on annule l'élection parce que ça ne s'est pas bien passé. Alors que Joshua Oshi a eu 3%. Mais il veut qu'on annule l'élection. Kouagne n'a même pas contesté. Matomba était inexistant. Tous les autres qui se sont présentés face au RDPC étaient tous inexistants. Maurice Kamto était seul à revendiquer sa victoire. C'est ça qui a fait en sorte que le RDPC prenne le dessus sur lui. Parce que tous les autres opposants se sont éparpillés. Imaginez si tous avaient apporté leur soutien à Maurice Kamto. Parce que même en 2018, c'est Maurice Kamto qui était le plus en vue. Et quand on fait face à une dictature, on met un peu la carrière de côté. On regarde parmi nous celui qui est le plus en vue et celui qui est le plus aimé. On le porte. C'est comme ça quand on a une opposition sérieuse. Donc quand Jeune Afrique titre l'opposition la plus bête d'Afrique, ça trouve tout son sens. Et Jeune Afrique vous précise bien qu'après l'élimination de Maurice Kamto, il n'y a plus personne parmi ces gens qui sont là actuellement qui inquiètent le pouvoir. Les gars sont actuellement en train de se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur perdant, afin de mieux négocier ses places, n'est-ce pas, avec les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, et entrer même dans le gouvernement pour certains. Eux-mêmes, ils le savent. Faites ce que vous voulez, mais Jeune Afrique, dans ce titre-là, quelle que soit leur intention, moi je trouve une pertinence dans leurs propos. Et c'est pour ça que je disais que non, je ne suis pas d'accord avec la sortie de notre frère Aristide Mono à ce sujet. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question de France-Afrique. Ce n'est pas une question de machin, des médias qui sont là pour... Non. Si les gars ne dénoncent pas ce que le RDPC fait, vous-même vous dites que c'est le RDPC qui les paye, non? Pourquoi vous vous attendez à ceux qui dénoncent les agissements du RDPC? Pourquoi? C'est un peu comme si Charles Ateba Yene était du RDPC, non? Mais est-ce que Charles Ateba Yene ne disait pas des choses pertinentes? Donc juste parce que Charles Ateba Yene était du RDPC, on devait balayer du revers de la main tout ce qu'il disait? Non.
Charles Ateba-Yéné était du RDPC, mais tu ne pouvais même pas imaginer. Tu ne pouvais même pas croire ni penser que Charles Ateba-Yéné était du RDPC. C'est pour ça qu'ils l'ont killé. C'est pour ça qu'ils ont éliminé Charles Ateba-Yéné. Parce que le gars avait des sorties très pertinentes. Pourtant, il faisait partie n'est-ce pas, des biaïstes du parti au pouvoir. Donc, ce n'est pas parce que Jeune Afrique est un journal france-africain qui ne peut pas aussi à un moment donné dire quelque chose de pertinent. Sur le titre de Jeune Afrique, en concernant l'opposition la plus bête d'Afrique, moi je trouve que c'est très pertinent parce que l'opposition camerounaise réellement, pour vous dire vrai, laisse à désirer. Parce qu'ils savent comment la machine du RDPC se comporte. Ils savent qu'en partant en rang dispersé, ils n'ont aucune chance. Je dis bien aucune chance de s'en sortir. Non pas dans les urnes, je répète encore, mais au moment de la contestation. Bello Bouba part de son côté, Issa Tiroma part de son côté. Et si Bello Bouba réussit à avoir un certain nombre de voix, Issa Tiroma de son côté réussit à avoir un certain nombre de voix, les deux disent qu'ils ont gagné l'élection présidentielle. Parce que ça peut aussi arriver. Bello Bouba peut se lever le 12 octobre et déclarer que c'est moi qui ai gagné l'élection. Issa Tiroma se lève aussi et dit c'est moi qui ai gagné l'élection. On va prendre qui et laisser qui? Bonjour ACB, ça va? On va prendre qui et laisser qui? Moi, je pose des questions simples. Les gars, continuez de mettre les cœurs. On ne va pas subir encore cette restriction-là aujourd'hui. Je refuse. Je refuse. Donc, il faut à un moment donné, qu'on essaye, n'est-ce pas, d'analyser les situations avec beaucoup de froideur. Tantine 24, la diaspora se mobilise actuellement pour une indignation collective à Genève. Passe le mot. Ok, la diaspora se réunit actuellement pour une action collective à Genève. Le mot est passé. Parce que c'est là que vous m'informez aussi. C'est-à-dire, vous voyez, vous-même, c'est maintenant vous m'informez. Vous voulez une mobilisation générale et c'est là maintenant que vous m'informez pendant un direct. Personne d'entre vous ne m'a écrit, rien, personne ne m'a rien dit. Et comment est-ce que je vais passer le mot? Comment je vais mobiliser? C'est tout ça que je suis en train de décrire là. Le comportement de l'opposition camerounaise, c'est ça le problème. Vous ne faites rien de consensuel. Rien du tout de consensuel. Quand on veut quelque chose de consensuel, on se concerte. Oh, mobilisez-vous pour aller à Genève, les gars. Je ne connais pas la date, je ne connais rien, mais j'espère que ceux qui vous disent ça vont essayer voilà, c'est le 26/9, donc le 26 septembre. Donc, allez à Genève le 26 septembre pour une mobilisation générale. Hein? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Quand on fait les choses ensemble, ça a plus de chances de porter des fruits. Plus de chances de porter des fruits. Actuellement, Bello Bouba et Issa Tiroma sont les deux qui mobilisent assez. Ils mobilisent assez dans le Grand Nord. Ils mobilisent assez. Alors, imaginez que les deux se mettent ensemble, rien que les deux là. Ça veut dire que le RDPC a définitivement perdu dans le Nord, perdu complètement dans le Nord. Imaginez que les deux là se mettent ensemble. Mais ça veut dire qu'ils peuvent susciter l'espoir parce que je n'ai pas la vérité absolue. J'ai le devoir, j'ai le droit, excusez-moi, de douter de certaines personnes par rapport à leur parcours. J'ai le droit de douter, mais je n'ai pas la vérité absolue, c'est-à-dire je peux me tromper. Au Sénégal, contre Abdoulaye Wade, Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Au temps d'Abdoulaye Wade, il était même premier ministre, si je ne me trompe pas. Mais quand Abdoulaye Wade a voulu se présenter encore pour un troisième mandat, alors que la Constitution l'interdisait, Macky Sall est sorti de son gouvernement et a décidé de se présenter contre lui. Donc, Issa Tiroma peut être un candidat sérieux. Peut, je dis bien, c'est une possibilité. Tout comme Bello Bouba, lui aussi, à un moment, peut-être à un moment donné, lui aussi peut être un candidat sérieux.
Mais sauf que je ne peux pas évoquer le sérieux de l'un des deux si les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Si les deux ne peuvent pas s'entendre dans le but d'abord de renverser le RDPC, moi je ne peux pas vraiment, n'est-ce pas, toucher du doigt le sérieux de ces candidats. Voilà la réalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a travaillé pendant longtemps avec une dictature qu'il ne peut pas changer d'avis. C'est une possibilité. Même si dans le cas du Cameroun, tout est vraiment bizarre. Que quelqu'un peut dire oui, 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 mais après, il change. Parce que Bello Bouba l'a fait en 92. C'est Bello Bouba qui empêche Biya de tomber en 92. Et j'ai comme l'impression qu'en 92, Bello Bouba est venu dans l'opposition. Effectivement, il est venu dans l'opposition pour créer ce zigzag-là parce que Frondi était en train de faire fort. Et que c'est la même chose qui est en train de vouloir se répéter aujourd'hui. C'est une impression. Toujours est-il que, pour nous démontrer leur sérieux, ils doivent se mettre ensemble. C'est trop facile de dire que je ne rencontre plus Paul Biya, donc je démissionne pour aller me présenter contre lui. C'est trop facile. Montrez-nous que vous voulez vraiment. Montrez-nous que vous voulez vraiment combattre le RDPC en vous mettant ensemble. D'abord vous deux là. Le reste, on va voir après. Voilà. Donc, mon cher frère Aristide Mono, je comprends très bien ton désarroi, mais je dis que dans ta sortie-ci, tu as manqué, n'est-ce pas, de pertinence. Dans cette sortie, tu as manqué de pertinence. Parce que dire que c'est impossible d'avoir une coalition, quelque part, ça décourage les Camerounais, parce que c'est comme si vous n'écoutez pas l'opinion. Plusieurs personnes ont interrogé les Camerounais ici, ils ont dit, mais pourquoi les opposants là, ils ne veulent pas se mettre ensemble? Vous n'écoutez pas l'opinion camerounaise. C'est vrai que dans les oppositions, il y a l'opposition de l'opposition. C'est vrai qu'il y a souvent les candidats sérieux. Dans le cas du Cameroun, le candidat sérieux, c'était Maurice Kamto, mais il a été éliminé. Maintenant, ceux qui sont là, c'est un peu comme si on nous dit, n'est-ce pas, parmi eux de choisir entre la peste et le choléra. Vraiment, entre la peste et le choléra, je pense que c'est le choléra qu'on soigne. Donc mieux le choléra. Donc maintenant, ils doivent nous montrer leur sérieux. Voilà la raison. Parce que parmi les gens que vous voyez là, je vous ai cité, il y en a qui sont là pour se faire un capital politique. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont en train de calculer les postes de maire, de députés et consorts. Il y en a qui sont là parce qu'ils veulent négocier une entrée au gouvernement. C'est difficile parmi eux de discerner et de dire que celui-ci est là parce qu'il veut réellement changer les choses au Cameroun. Parce que le seul challenger, c'était Maurice Kamto. Il a été écarté abusivement. Bon, maintenant, en ce qui concerne la politique, celui qui joue mieux le rôle politique en ce moment, c'est Issa Chiroma. C'est-à-dire qu'imaginez quelqu'un qui sort du gouvernement, il vient rafler toutes les notes à des personnes qui disent qu'ils sont dans l'opposition tout le temps. Personne ne parle de Cabral Libi. Personne ne parle de Joshua Oshi. Personne ne parle des autres là qui sont là, qui disent tout le temps on est opposant, mais dans la nuit, ils sont toujours le RDPC. Mais tout le monde aujourd'hui parle de Issa Chiroma et Bello Bouba. Alors que les deux étaient, il y a de cela quelques mois, ils étaient encore dans le gouvernement de Biya. Ils ont fait plus de 20 ans dans le gouvernement de Biya. Plus de 20 ans. Pendant que les autres ils disent qu'ils sont les opposants. Moi, je suis opposant. Moi, je suis opposant. Moi, je suis opposant. Voilà Issa Chiroma et Bello qui sortent du gouvernement de Biya et qui viennent battre tous ces gens. C'est-à-dire que dans l'opinion publique, quand tu parles maintenant que l'opposition Cameroun, on te dit Issa Chiroma, Bello Bouba, les candidats du Nord, c'est les candidats du Nord. En termes de mobilisation, Issa Chiroma, Bello Bouba, tu suis les plateaux télé, Issa Chiroma, Bello Bouba, c'est les candidats du Nord. On ne parle nullement de Joshua Oshi du SDF, de Cabral Libi du PCRN, ou de Ndamdioya de l'UDC, ou de qui. On ne parle d'aucun des opposants. On ne parle que de Issa Chiroma et Bello Bouba actuellement. Donc vous voyez la faiblesse de ces gens qui disent qu'ils sont des opposants. Des gens sortent d'un régime qui nous a traumatisés depuis 20 ans, mais ils parviennent à être plus populaires que ceux qui disent qu'ils sont opposants.
Vous voyez? Donc, voilà un fait. C'est un fait au Cameroun. Il y a là qui disent qu'ils sont des opposants, mais ce sont des petits blagueurs, des petits joueurs. Maintenant, le problème qui se pose entre Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari, c'est que il faut que les deux se mettent ensemble. Je ne veux pas qu'on fasse des rubriques pour dire « Ouais, on n'a jamais vu que des opposants se sont mis ensemble dans n'importe quel pays. » Non, ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais passé ailleurs que ça ne peut pas se passer au Cameroun. Non! Il faut encourager les opposants à travailler ensemble. Face à une dictature, surtout avec une élection à un tour, comme celle que nous vivons au Cameroun, il faut encourager les opposants à travailler ensemble. Non seulement ça va dynamiser ou alors redynamiser les populations, ça va pousser les populations vraiment à s'intéresser mieux à l'élection. Et au moment de la contestation, ce ne sera pas une contestation divisée. Croyez-moi, parmi ceux qui sont là, on sait qu'il y en a qui sont là juste pour accompagner le RDPC et ils seront les premiers à féliciter le RDPC de sa victoire le 12 octobre. Ça, on sait. Mais comment est-ce qu'on va, n'est-ce pas, les écarter? C'est que ceux qui sont vraiment sérieux, qui disent qu'ils sont vraiment sérieux, se mettent ensemble. C'est tout. Bamileke, j'aimerais te voir à l'ONU le 26 septembre. Oh, pétard! Donc, c'est pendant mon live maintenant que vous êtes venus m'annoncer les choses. Alors que vous tous, vous avez, je pense, mon numéro public là. Apprenez souvent à m'écrire sur WhatsApp pour me dire qu'il y a telle ou telle chose. S'il vous plaît, hein, Bamileke, qui es-tu? C'est comme ça. C'est pas en public ici comme ça là que vous venez aussi m'annoncer des choses comme ça là. Pourtant, je devrais être le principal concerné. Moi-même, ici en public, devant l'audience que vous connaissez là, ça baisse mon charisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut faire les choses en diaspora et on vient seulement informer Max comme ça là en public et puis c'est tout. Donc c'est un peu comme si je ne représentais rien. Vous voyez un peu? Et pourtant ce n'est pas le cas. C'est des choses que vous devriez me parler de ce genre de choses en privé. On en discute en privé et puis même fixer même une date, on la fixe ensemble. Et c'est justement de ça que je suis en train de parler concernant l'opposition camerounaise. Il faut apprendre à travailler consensuellement. C'est très important. Et je ne rejette personne. Toutes les personnes qui viennent vers moi, je les accueille toujours bien. Voilà. Donc, sinon, je vous soutiens. Ce qui est sûr, tout ce qui concerne le combat, moi je soutiens, que je sois mêlé de près ou de loin. Je vous apporte mon soutien. Et si possible, je serai là. Si possible, je serai là. Donc, je vous apporte mon soutien et je vous invite à faire des affiches que nous allons, n'est-ce pas, partager sur nos différentes pages pour apporter mon soutien à la lutte. Et puis, si c'est possible, n'est-ce pas, je pourrais me déplacer pour venir. Voilà. Donc, toutes les mobilisations sont importantes en ce qui concerne la lutte que nous menons. Toutes les mobilisations sont importantes. Toutes les mobilisations sont importantes. C'est très important. Donc, j'invite toutes les personnes qui peuvent se déplacer à Genève le 26 à le faire. Le 26 septembre, c'est ce que vous avez dit, non, le 26 septembre. J'invite toutes les personnes qui peuvent se mobiliser le 26 septembre à Genève, à l'ONU, à le faire parce que c'est important. Les mobilisations sont importantes dans des moments comme ceux que nous traversons en ce moment-ci-là. Les mobilisations, c'est extrêmement important. Donc, chacun doit acheter son billet d'avion pour se rendre à Genève. Chacun doit acheter son billet d'avion pour se rendre à Genève. Je pense que moi-même, j'y serai. Parce que je ne pense pas qu'en septembre, j'ai un agenda trop chargé. Donc, je pense que moi-même, je serai à Genève là-bas. Parce qu'il faut ça. Voilà. Donc, il faudrait qu'on soit très nombreux à Genève là-bas. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Pour ne pas dire à nos moutons, revenons à nos moutons. Ne dites jamais que se mettre ensemble ne sert à rien. Non. On doit encourager l'opposition camerounaise à se mettre ensemble. C'est comme ça qu'ils vont nous prouver s'ils sont réellement des opposants, si réellement ils veulent combattre le régime Biya ou pas. Là, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une dictature. Et on combat des dictatures d'une certaine manière. On ne combat pas la dictature comme si on est dans un pays démocratique. Non.
La dictature se combat d'une certaine manière. Moi, je peux, n'est-ce pas, j'aurais proposé encore autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le truc ne charge pas? J'aurais proposé autre chose. Qu'ils s'entendent tous pour affronter le RDPC avec un bulletin consensuel. Qu'ils mettent quelqu'un devant. Et c'est-à-dire qu'ils signent une charte, n'est-ce pas, de transition. C'est-à-dire quoi? Ils vont former un gouvernement de transition. Parce que s'ils mettent peut-être un Tiroma devant, je ne sais pas, Tiroma il est déjà vieux. Donc Tiroma ne risque pas de faire 40 ans au pouvoir. Qu'ils mettent Issa Tiroma devant par exemple. Ou même pourquoi pas Bello Bouba, je ne sais pas. Mais Issa Tiroma ferait mieux l'affaire parce que c'est lui qui sait jouer le jeu politique. Et que les gars s'entendent à former un gouvernement consensuel de transition qui aura pour but de renverser en premier le système en place, réformer les institutions, instaurer la paix au Cameroun, ouvrir un grand dialogue national en ce qui concerne les problèmes à résoudre, les problèmes urgents à résoudre du Cameroun, réformer la constitution et le système électoral, réformer le code électoral, réécrire un nouveau code électoral, une loi électorale, réécrire une nouvelle constitution et réorganiser une élection présidentielle libre et transparente. Ça peut se faire dans les 2 ans, dans les 3 ans qui viennent. Ça peut se faire. C'est-à-dire que premier point, ils se mettent ensemble pour renverser le RDPC. C'est le premier point. Ils se mettent ensemble pour renverser le RDPC. Dès que le RDPC est renversé, ils mettent tous ces points que j'ai cités ensemble. On résout les problèmes du Cameroun, la guerre du Nozo et consorts. On réforme les institutions. On refait le code électoral, la constitution. On refait tout ça comme il se doit. Et ensuite, on réorganise des élections libres et transparentes pour permettre aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de choisir, n'est-ce pas, un président. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les élections au nord-ouest et au sud-ouest ne seront pas vraiment populaires. Et donc, à chaque fois, on ne peut pas prétendre vouloir faire les choses au Cameroun sans penser à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, parce que normalement, la guerre là-bas devrait être résolue pour avoir une vraie élection au Cameroun. Donc, quoi qu'on fasse, il va falloir résoudre ce problème et refaire des élections, des vraies élections, libres et transparentes, avec tous les systèmes biométriques, la nouvelle génération de systèmes biométriques qu'on a, qui vont permettre à chaque Camerounais, n'est-ce pas, de connaître les résultats au soir du vote. Donc ça, c'est ce que moi, je peux proposer et ils peuvent se mettre ensemble dans ce but-là. Moi, je vous dis, personne ne peut reprendre le Cameroun entre les mains du RDPC et le diriger comme si de rien n'était. C'est impossible. Il faut réformer. Il faut une grosse réforme. Il faut une grande réforme. Voilà. Et donc, moi, je vous annonce que je suis en train de me préparer. N'est-ce pas? Après l'élection présidentielle qui arrive, l'élection présidentielle qui va suivre, je serai candidat. Ouais. Après l'élection présidentielle qui vient là, ça passe. L'élection présidentielle qui va suivre, 2030 ou 2032, d'ici 2030, je serai candidat à cette élection-là. Oui. Donc, je vous annonce déjà ça maintenant. Ah oui, je serai candidat à cette élection-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je vous dis comme ça, mais je ferai une annonce officielle le moment venu. Parce que ce pays-là, on doit le changer. Et j'en ai marre, n'est-ce pas, à chaque fois, de devoir tirer les bretelles à des personnes qui disent qu'ils sont des opposants, mais qui ne prennent aucune initiative louable. C'est impossible. Le rôle d'un opposant, c'est de s'opposer. Ce n'est pas de proposer, c'est de s'opposer.
Donc quand les gens arrivent là, dans l'opposition, ils se comportent d'une certaine manière, ça décrédibilise l'opposition. Moi, je vous dis, même si c'est Maurice Kamto qui est président au Cameroun, au moment où il y aura la prochaine élection, je vais me présenter face à lui. Je vais jouer un rôle de contre-pouvoir. Et je suis sûr que je serai bien plus populaire que tous ceux qui sont là actuellement. Parce que je vais montrer un sérieux dans mon travail. Et je vais faire exactement comme un opposant doit faire. Toucher du doigt le problème quotidien des gens. C'est ça le rôle d'un opposant. Dénoncer, toucher du doigt, apporter des solutions. Ce n'est pas de porter les vestes ou les gandouras et de se balader à gauche à droite. Non, ce n'est pas ça être un opposant. Être un opposant, c'est être au four et au moulin, exactement comme Maurice Kamto faisait. Vous avez vu le travail de Maurice Kamto ces dernières années. C'est ça un opposant. Java, ce qu'il me laisse ou qu'il ne me laisse pas, je m'en fous, je serai au Cameroun. S'ils veulent me tuer, ils vont me tuer. S'ils veulent me faire n'importe quoi, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça les regarde. Ils ne peuvent pas nous éloigner de notre pays pendant autant de temps. Prenons un peu l'exemple, n'est-ce pas, du problème qui a été touché du doigt par Caresse Photo. C'est quelque chose que nous dénonçons ici depuis, non? Mais Caresse Photo a parlé de ce problème parce qu'elle a constaté, n'est-ce pas, l'exacerbation. Et vous imaginez, les premières personnes à s'en prendre à Caresse Photo, c'est des soi-disant opposants du PCRN. Si bien que l'un des cadres du PCRN dit que quand Caresse Photo va arriver au Cameroun, à l'aéroport, on doit l'arrêter. On doit l'enfermer. Parce qu'elle s'est exprimée. C'est-à-dire que c'est l'opinion de Caresse Photo. Mais vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition et ils ont un candidat à l'élection présidentielle. On doit enfermer une personne parce que la personne a émis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire elle a dit sa pensée. Ce qu'elle a observé. Vis-à-vis d'un sujet qui touche, qui gangrène notre société. Pour eux là, on doit l'enfermer, c'est-à-dire vous ne devez pas parler. J'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que vous faites quelque chose qui peut mettre à mal le système BIA et le RDPC, les premières personnes à s'insurger contre vous, c'est les gens du PCRN. C'est eux. Les premières personnes à fustiger les actions de la brigade anti-Sardina, c'est les gens du PCRN de Cabral Libye. Avant même le RDPC. Caresse Photo a touché du doigt un problème très grave au Cameroun. Elle doit voir, elle ne doit pas parler. Tous les gens du PCRN disent que on doit l'arrêter et l'enfermer. Et vous voulez que les Camerounais votent pour vous. Quel Camerounais va voter pour vous? Quel? Quand tu vois quelqu'un s'entoure des gens comme Armand Okol, c'est-à-dire que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Regardez les alentours de Cabral Libye et dites-moi qui dans son alentour là est quelqu'un de sérieux. Dites-moi. Vous avez parmi eux des gens qui passent tout le temps dans les postes à parler de cette secte bahamique, MSC de Capto, ils appellent Maurice Kamto Finga, des trucs comme ça, oui, les petites insultes, mais à chaque fois quand ils parlent de secte bahamique, des Bamileke qu'on doit recadrer, des Bamileke qui sont montés, ils passent leur temps à fustiger une communauté. Leur président est toujours avec eux. À aucun moment, il ne les a recadrés, à aucun moment, il ne s'est éloigné d'eux, à aucun moment, il ne fait même allusion au sujet. Quelqu'un comme ça là peut réunir les Camerounais. Déjà même dans son programme politique, qui veut se mettre même avec celui-là? Dans son programme politique, il parle de
fédéralisme communautaire. Le monde évolue, quelqu'un nous ramène encore dans les petites communautés villageoises. Qui va se mettre avec quelqu'un? Quelqu'un comme ça là, c'est même un opposant. Donc quand on parle des opposants sérieux, on parle des opposants sérieux que nous on connaît. On ne parle pas des coigneux. Donc, quand Jeune Afrique dit que l'opposition camerounaise était la plus bête d'Afrique, il y a une pertinence dans ce propos, Aristide Mono. Il y a une pertinence. Encourager les opposants à se mettre ensemble, laisser les affaires que oui, le RDPC vise, le RDPC empêche de manifester, le RDPC fait... Oui, on sait tout ça. On sait aussi que l'union fait la force. Quand dans une opposition, il n'y a pas réellement quelqu'un de fort, ceux qui sont là doivent se mettre ensemble. Ceux qui sont là actuellement sont comme des brindilles de balai. Pour être importants et intéressants, ils doivent se mettre ensemble pour former un balai. Sinon, ils vont être découpés par le RDPC. Maurice Kamto était le seul que si son image se trouvait sur les bulletins des urnes, sur les bulletins dans les bureaux de vote, excusez-moi, n'importe quel bureau de vote, le Camerounais allait entrer, dès qu'il voit la photo de Maurice Kamto, c'est le bulletin là, il va prendre pour mettre dans l'urne. C'est pour ça qu'ils l'ont écarté. Parce qu'avec Maurice Kamto, ça devait être impossible pour eux de faire quoi que ce soit, même de frauder. Mais aujourd'hui, les Camerounais connaissent qui de tous ces gens-là qui sont là? Ils vont se demander, AK. Je vais même choisir qui est AK, bulletin nul. L'autre va dire, je ne peux même pas voter. Et c'est toujours l'abstention qui fait même le RDPC s'en sort. Parce que quand les gens s'abstiennent d'aller voter, vous n'allez pas les appeler de contester, ils vont sortir. Jamais ils vont rester chez eux que quoi. Donc je vais laisser ma bière pour aller. Oh, si le Camerounais est parti voter, tu lui demandes de sortir, défendre son vote, il va descendre, il va sortir. Il a quand même une raison de sortir. Mais moi, je vous dis que c'est l'abstention. Il y aura une très forte abstention si Maurice Kamto ne se prononce pas. Un très fort taux d'abstention. Peut-être la participation sera peut-être même à 30%, même à 20%. Parce que en 2018, il y a eu 50% d'abstention. 50%. Ça ne vous dit rien. C'est cette abstention-là qui permet au RDPC de passer sans contestation. Donc, si on n'encourage pas l'opposition à se mettre ensemble pour dégager une certaine dynamique, je vous assure, les Camerounais vont dire, ah, laissez ça, ah. Donc, quand on dit aux gens de se mettre ensemble là, on sait pourquoi on le dit. Parce que quand ils vont arriver là, les Camerounais vont voter au moment de contester pour reconnaître la victoire de l'opposant qu'ils auront mis devant. Tous seront ensemble pour contester. Mais s'ils partent en rang dispersé, imaginons que quelqu'un d'entre eux gagne. Je suis sûr que les autres ne vont pas l'accompagner. Et le RDPC va passer par la fraude comme d'habitude. Le RDPC va passer par la fraude comme d'habitude. Pendant que Issa Tiroma sera en train de dire, c'est moi qui ai gagné, Bello Bouba sera en train de dire, ah, le RDPC a gagné, c'est bon. Cabral Libi de son côté sera en train de dire, ah, le RDPC a gagné, c'est bon, je reconnais la victoire de Paul Biya. Dès que 1, 2, 3 opposants disent qu'ils reconnaissent la victoire de Paul Biya, c'est bon, c'est fini. Et moi, je dois vous dire que parmi ceux-là, il y en a qui sont là pour ça, ils sont en mission. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui sont sérieux de se mettre ensemble. Comme ça, les Camerounais vont savoir qui sont en mission. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez les pousser à se dévoiler. On sait que parmi ceux qui sont là, qui disent qu'ils sont des opposants, non, il y a les pions du régime. Leur rôle, c'est de participer à l'élection pour accompagner le RDPC et reconnaître sa victoire. Alors, pour démanteler ces gens, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont vraiment sérieux et qui n'ont rien à voir avec le RDPC, ils se mettent ensemble. Ceux-là vont sortir du lot et comme ça, les Camerounais sauront qui ils sont. Puzzle. Quelqu'un peut me dire pourquoi TikTok m'envoie toujours les puzzles à remplir? Est-ce que c'est comme ça dans tous les directs que vous suivez souvent? Ça dit que
Il toujours puzzle, puzzle. C'est quoi? C'est parce que je suis trop beau. Je suis trop beau, les gars croient que je suis l'intelligence artificielle ou bien je suis un robot. Je comprends pas. C'est peut-être parce que mon visage ressemble plus à, n'est-ce pas, à l'intelligence artificielle ou... Parce que je parle seul, donc c'est obligé de parler avec les gens, Bloom. C'est obligé de parler avec les gens sur TikTok maintenant, c'est ça. Ils vont lire l'heure. Je vais parler seul. Voilà. C'est ça, hein, Bello Boubaye pour la paix. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours comme ça, là. Vous allez voir parmi ces opposants, il y en a qui sont là juste pour dire que Paul Biya a gagné, c'est tout. Ils sont là juste pour dire que Paul Biya, bonjour Lovely, bonjour. Ils sont là pour dire que Paul Biya a gagné, c'est tout. Voilà. Donc, je pense pour ma part, et je le dis encore, il faudrait que ceux qui sont sincères dans l'opposition camerounaise se mettent ensemble. C'est tout. On ne peut pas répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est la bêtise. La seule chose qui n'est jamais arrivée réellement au Cameroun, c'est une opposition consensuelle. Jamais. À chaque fois, ils sont toujours divisés contre Biya. Et Biya passe toujours crème. Donc, faire croire que ça ne sert à rien, essayons aussi ça pour voir. Et ce n'est pas parce qu'ailleurs, il n'y a jamais eu ça, que ça ne peut pas se faire. Moi, je vais expliquer quelque chose. Face à la royauté en France, il y a bel et bien eu une coalition, mais c'était la société civile. C'était la société civile. Ils se sont mobilisés pour éliminer le roi. C'était la société civile. Ils étaient tous ensemble. Hein? Face à l'Allemagne, la France et son ennemi d'antan, qui est l'Angleterre, se sont mis ensemble pour combattre, n'est-ce pas, l'envahisseur allemand. L'union a toujours fait la force. Quand vous suivez la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et autres, l'union a toujours fait la force. Dans plusieurs pays, même le Sénégal qu'on cite là, c'est toute une coalition qui portait Ousmane Sonko, une coalition de plusieurs partis de l'opposition, partis politiques, excusez-moi, de l'opposition et de la société civile. C'est-à-dire que c'est comme ça. Donc, à un moment donné, il faut dire à ces gens au Cameroun que face au RDPC, ils doivent faire front commun. Non pas parce que ça va leur permettre de récolter la victoire dans les urnes et être reconnus, non. Mais ça va leur permettre de contester unanimement en cas de hold-up électoral. C'est ça la vérité et la réalité dans ce qu'on appelle le candidat consensuel ou la coalition de l'opposition. C'est que vous partez à l'élection ensemble, derrière quelqu'un que vous aurez mis en avant, vous le soutenez. Si la personne a gagné dans les urnes, vous vous mettez ensemble pour revendiquer sa victoire. C'est aussi un moyen d'éviter de disperser les voix de l'opposition. Je vous ai montré ici, en 92, vous imaginez, John Fundi a eu 1 066 000 voix, Paul Biya a eu 1 185 000 voix et Bello Bouba a eu 500 000 voix. Vous vous souvenez, en 92, Jeune Afrique avait toujours publié le même titre que l'opposition pas dispersée contre Biya, c'est la victoire assurée de Biya. Et effectivement, le fait que Bello Bouba avait refusé de s'allier à John Fundi, malgré toutes les démarches qui avaient été entreprises à l'époque, a permis au RDPC de passer crème. Or, quand tu vois 500 000 voix à Bello Bouba, 1 million de voix à Fundi, 1 million de voix à Paul Biya, si Bello Bouba et Fundi s'étaient mis ensemble, ça faisait 1 500 000 voix. Et les gars passaient. Les gars passaient. À cette époque-là, il y avait
une dynamique incroyable. C'était impossible. C'était impossible que Paul Biya, n'est-ce pas, passe. C'était impossible. Donc, même si c'est John Fundi qui s'était allié à Bello Bouba et que c'était Bello Bouba qui était le candidat, le RDPC allait toujours tomber. Donc, c'est le manque d'union entre John Fundi et Bello Bouba qui a permis à Paul Biya de passer. Et Paul Biya s'est rendu compte avec les résultats de 92 que, hey, donc c'est comme ça que ça peut se passer si les gens se mettent ensemble. Il a commencé à travailler dans le but de toujours diviser l'opposition, de créer des faux opposants pour disperser les voix et passer comme le cuit dans la gorge. Depuis 92, c'est ce que Paul Biya fait. Il divise l'opposition, il crée des faux opposants, il corrompt les gens, il fait tout pour que les opposants ne se mettent pas ensemble. Pourquoi Paul Biya fait toujours tout? Il crée les fausses oppositions, les gars créent des problèmes dans les partis politiques, les gars font des choses pour que les opposants ne se mettent pas ensemble. Pourquoi, selon vous? C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont vu que si en 92, Fundi et Bello s'étaient mis ensemble, mais ils ne seraient plus au pouvoir depuis. C'est que Paul Biya est parti du pouvoir depuis. Il n'y avait pas moyen. Et la contestation n'a pas donné en 92. Pourquoi? Parce que dès que Fundi voulait contester, Bello Bouba a reconnu la victoire de Biya. C'est ça. Oui. En 92, pendant que Fundi était en train de dire que c'est lui qui a gagné, Bello Bouba a refusé de contester et a reconnu la victoire de Paul Biya. C'est ça. Et Bello Bouba revenait d'exil. Hein. Il est revenu d'exil en 91. Et en 92, il se présente à l'élection présidentielle. Il obtient 18% des voix. 19%, 19,22%. Donc vous voyez que si les gars ne se mettent pas ensemble, pendant que l'un sera en train de revendiquer, oui, c'est moi qui ai gagné, l'autre sera en train de dire non, c'est Paul Biya qui a gagné. Laissons comme ça. C'est ce que Bello Bouba a fait en 92. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que les opposants sérieux doivent se mettre ensemble. Comme ça, au moment de contester là, ils auront une force pour contester. Mais s'ils partent en rang dispersé, ils n'auront aucune chance. Parce que l'élection face à une dictature se joue après l'élection. Ah oui, l'élection face à une dictature se joue après l'élection. Battre une dictature dans les urnes, c'est trop facile. Hein? Il suffit que les Camerounais, comme d'habitude, comme en 2018, partent voter pour un candidat autre que le candidat de la dictature. Ils vont le battre. Mais reconnaître la victoire, être reconnu victorieux face à une dictature, voilà tout le dilemme. Parce que vous aurez tout ce que vous voulez. Hein. La dictature s'est arrangée à être toujours celle qui sera victorieuse. Aux yeux de la loi et aux yeux des institutions en place. C'est-à-dire que vous allez avoir des bulletins qui prouvent que vous avez gagné dans les urnes, mais Ele Kamba vous dit c'est Paul Biya qui a gagné. Et dès que Ele Kamba dit c'est Paul Biya qui a gagné, c'est comme ça que le Conseil constitutionnel va valider que non, c'est Paul Biya qui a gagné. Et c'est terminé.
Voilà pourquoi on dit qu'il faut que les gens se mettent ensemble contre le RDPC afin de pouvoir mieux contester le moment venu. Parce que ce qu'on prépare ici, c'est la contestation post-électorale. Et pour une contestation unanime, il faut déjà une candidature unanime. Voilà. Donc, je ne veux pas que les gens disent, ouais, bah écoutez, Jeune Afrique a dit du n'importe quoi parce que c'est Jeune Afrique. Non. Ils ont raison. Vous ne pesez d'aucun poids. Mais vous voulez quand même partir en rang dispersé contre un système aussi rouillé ou alors aussi un système de fraude aussi expérimenté que le RDPC. Si on met Kouagne face au RDPC, il pense qu'il va s'en sortir. Si on met Oshi face au RDPC, il pense qu'il va s'en sortir. Non, il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il soit accompagné. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux une fois de plus encore aujourd'hui. On a dit ce qu'on avait à dire. Et je salue en passant le docteur Aristide Mono. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ta rubrique de l'autre jour concernant en Jeune Afrique que je ne suis pas d'accord avec toi. Nous, on t'écoute, on est fiers de t'écouter, on est fiers de tes prises de position sur les plateaux télé et on t'encourage davantage parce que ce n'est pas évident face à une dictature comme celle de Yaoundé. Mais je pense que des fois, dans certaines sorties, il faut, surtout comme celle-là, il faut en ce moment précis-ci mettre la pression, n'est-ce pas, à l'opposition. Ouais, pour mettre la pression. Je suis contre le fait qu'on dise que non, Jeune Afrique ne doit pas parler de l'opposition camerounaise comme ça, nanani, nanana. Vous savez très bien que les opposants camerounais sont des mauviettes. Vous le savez. Il faut leur mettre la pression pour que les gars fassent ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ce n'est pas parce que c'est Jeune Afrique qui a parlé que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ce que Jeune Afrique a dit là, c'est vrai. Ils sont bêtes parce qu'ils veulent accompagner le RDPC. Il faut le dire. Il faut le dire. Ils sont bêtes parce qu'ils sont là, ils veulent seulement accompagner le RDPC. Voilà. Donc, ça, quand même, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on dit que non, c'est la France-Afrique qui parle, c'est pas... Non, ça peut être la France-Afrique, mais ce qu'ils disent là est pertinent. Il faut qu'on essaye autre chose. Si les gens se mettent ensemble contre le RDPC, vous allez voir la dynamique que ça va créer au sein de l'opinion publique. Vous allez voir. Vous voyez la société civile qui se met ensemble pour demander à ces gens de s'unir. Donc, c'est parce que c'est une bêtise. Vous avez vu la société civile s'asseoir, faire des sorties, des conférences de presse pour demander à ces gens-là, les 11 mousquetaires là, de s'unir face au RDPC. Donc même la société civile là, ils sont bêtes. Quand même, arrêtons un peu ça. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On va essayer de programmer un panel, n'est-ce pas, pour discuter sur la question. Peut-être il y en a qui ne sont pas très d'accord avec ce que je dis. Vous aurez l'occasion, bien évidemment, de dire, de brosser un mot et on en débattra. C'est la liberté d'expression, mais je ne débat pas avec les Sardinas. Les Sardinas ne prennent pas la parole chez moi. Voilà. Les Sardinas, qu'ils aillent parler à la CATV. Ici, là, c'est l'opposition. Même dans nos prises de parole, des fois, je peux me tromper. Et d'autres personnes peuvent me ramener à la raison avec, n'est-ce pas, des arguments pertinents. Si je trouve qu'ils sont plus pertinents que les miens, je vais reconnaître que je me suis trompé sur un ou deux points. Je n'ai pas la science infuse. Donc, sur ce sujet, étant donné que c'est un sujet très important, on ouvrira, n'est-ce pas, un débat dessus. Chacun va essayer de nous dire ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? S'il faut soutenir un candidat, qui est-ce qu'on doit soutenir? Pourquoi il faut le faire maintenant? Ou alors, est-ce qu'il faut attendre à la dernière minute pour se prononcer sur la question? Chacun pourra donner son avis parce que votre avis, bien évidemment, compte également. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Pourquoi